Et de retour pour une nouvelle libre antenne pour Avanti Niça, et on n'est pas avec n'importe qui, on est avec Fabrice Abriel. Salut Fabrice Abriel. Salut à tous. Comment ça va ? Ça va bien, on est confinés, mais on est en bonne santé, c'est essentiel. Exactement, c'est l'essentiel. Et puis on le répète, restez chez vous, c'est très important. Voilà, restez chez vous, ne commencez pas à sortir un peu à droite à gauche, que des sorties pour les premières nécessités, on va dire. Voilà. Fabrice, je suis pas seul dans l'émission, je suis aussi avec Cédric et avec Sky. Salut les gars. Salut Brice, salut à tous. Salut Fabrice. Salut à tous. Fabrice, est-ce que tu as déjà écouté Avanti Niça ? Tu peux dire non, ce n'est pas grave. Non, désolé. Non ? Très bien. Je dis ça parce que ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. Je te dis ça parce qu'en fait, on suit les championnats qui jouent encore, qui jouent actuellement, alors qu'il y a le confinement. Biélorussie. Alors, Biélorussie, il y a eu le Burundi qui est arrivé, mais je ne sais pas pourquoi. On s'est pris d'amour pour le Nicaragua. Je ne sais pas pourquoi, je t'avoue. Et toutes les libres antennes ont fait un petit, on donne le résultat des... Un petit point sur les résultats. Point, voilà, jour, exactement. Parce qu'en fait, je te parle en même temps, je suis en train de regarder les résultats avec Walter Ferretti qui porte les mêmes couleurs que Nice, voilà, et qui a gagné 1-0 à l'extérieur face au Deportivo Ocotal. Voilà, ça s'est joué hier, et prochaine journée de championnat, ça sera le jeudi 16 avril, entre minuit et 2h du matin, avec Walter Ferretti encore une fois, qui recevra à domicile, donc Deportivo Los Sabanas, voilà. Et puis derrière, il y a le Real. Le Nicaragua. Ça marche fort, très fort, très fort. Et je pense, je veux pas faire un teaser pour rien, mais je pense réellement que vendredi, vous allez avoir une surprise, les gars. D'accord. Il va se passer un truc dans l'intro. Nous, on n'est pas au courant. Non. Ça tire. Mais je pense qu'il va y avoir un petit truc. J'ai déjà fait le montage. Il va y avoir un petit truc, croyez-moi. Bah, je sais qu'on est tous en manque de foot, mais va pas trop loin non plus. Il y a du teasing là. C'est une bonne chose parce que ça met aussi en valeur d'autres championnats. Et Exactement. il y a peut-être des intéressés qui nous écoutent. C'est ça. On va voir. On va avoir des auditeurs au Nicaragua, on va pas comprendre. Je t'avoue qu'ils sont très rares. Si vous êtes les seuls à le faire, C'est ça, en plus on est les seuls sur le marché. Burundi et pour le Nicaragua, si vous êtes les seuls à le faire, peut-être que ça va être... Voilà. Et on sait jamais. À Nicaragua... Ça, on va être sponsorisé, ça va être énorme. Tant que c'est fait de le faire, il n'y a pas de problème. C'est ça, exactement. Nicaragua, je peux te dire qu'on est les seuls, et qu'on est les seuls aussi à taguer, et j'y tiens quand je fais les tweets pour Avanti Niça, à taguer Walter Ferretti, le championnat Nicaragua. Ils doivent pas comprendre. Ils doivent pas comprendre, ils doivent se dire c'est pour se foutre de notre gueule. Mais voilà, donc on en parle, voilà, c'était parti d'une petite blague, et finalement c'est devenu un running gag, et on en parle à toutes les émissions avant de démarrer avec nos invités. Et notre invité là, c'est Fabrice Abriel, qui a été niçois de 2011 à 2014. 3 ans, 3 belles années avec en moyenne 30 matchs par saison. Quel est ton meilleur souvenir sous le maillot de l'OGC Nice ? Quel est mon meilleur souvenir ? Meilleur souvenir, c'est le scénario où, à la dernière journée, on retrouve une qualification au tour préliminaire en Coupe d'Europe, en Europa League. Ouais, c'est le scénario où le déplacement. On se déplace à Ajaccio, on gagne 2-0. Ajaccio. En même temps, il y a Saint-Etienne, il y a Lille-Saint-Etienne qui font match nul, et on double tout le monde, et on se retrouve... Match fou d'ailleurs entre les deux. Match incroyable. Exactement. Et on se retrouve... dans une place personne ne pensait nous voir 4-5 ans avant même. Vous la prenez quand ? Le match il est pas terminé, il me semble. C'est d'abord le match à Ajaccio qui se termine. Ouais. Je me souviens, moi j'étais devant la télé, on avait zappé sur l'île Saint-Etienne. Voilà, nous on savait qu'on devait gagner pour au moins garder notre place. Ouais. Et puis, il y a eu, je crois que Saint-Etienne avait gagné la Coupe de la Ligue, donc était déjà qualifié, et ils ont posé des problèmes à Lille. Lille n'a pas su gagner. Et au final, on s'est retrouvé à passer devant les deux. Et vous la prenez sur le bord de la pelouse juste après le coup de sifflet final, du coup. Ça se termine quelques minutes après, il me semble. Exactement, on est restés ensemble sur la pelouse. Déjà parce que la saison était terminée, qu'on on avait fait une belle saison sur le plan de l'investissement. On s'est réunis entre nous, et après on suivait un petit peu, et ils nous ont dit on finit 4e.
Et en fait, ce scénario-là, on était privé de nos supporters, un déplacement en Corse, et on se retrouve à l'aéroport. Et de l'aéroport jusqu'à... Ils avaient fait une estrade un petit peu pour partager ce moment et clôturer la saison en présentant les joueurs, merci, tout ça. Et je pensais pas que on avait prévu de fêter une qualification d'Europa League. Voilà. On y était et je suis pas sûr que c'était prévu en fait. Enfin, le club a forcément monté l'estrade un peu, mais on est un peu tous partis à l'arrache. On se l'était pas dit avant le match en tout cas. Et au final, ça s'est un peu emballé avec l'arrivée à l'aéroport, tout ça. Ça s'est un peu, ça a pris de l'engouement avec le club. Ouais, on a resté bloqué. Ensuite, il y a un match, je sais plus si c'est celui-là ou la victoire à Bastia oui, la victoire à Bastia avec le but avec Mopé aussi, tout ça. Voilà, où on ne touchait plus par terre, quoi. Moi, ils m'ont porté jusqu'au bus. Après, on s'est retrouvés à fêter par les vitres du bus avec les supporters, les cris, les fumigènes, etc. Après, contre Ajaccio, au retour au centre d'entraînement, donc on se retrouve à attendre avec le bus que tout soit prêt, quoi. Ah, c'était énorme. On se rappelle avec Sky, on y était. C'était un vrai bon moment quand même. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs moments. Bon, il y a eu d'autres belles soirées. Il y a eu les vraies soirées européennes après, mais c'était la première. C'était vraiment la première qui nous amenait en Europe, nous supporters un peu de moins de 30 ans, tout ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, comme tu disais, c'était tellement inattendu avant cette saison. On va en parler juste après, mais on sortait d'une saison galère où on se maintient la dernière journée, de se dire qu'un an après, on chope une qualification européenne au dernier match, c'était exceptionnel. Vraiment, du coup, Fabrice, première question. Déjà à l'époque, pourquoi rejoindre l'OGC Nice? Parce que bon, tu sors de Marseille où tu es plus vraiment titulaire, mais quand même encore un peu dans la rotation de l'effectif. Nice, à l'époque, c'est, je vais pas dire tout sauf attractif, mais je pense qu'on t'a pas vendu autre chose que le challenge maintien. Donc, pourquoi t'engager 3 ans à l'OGC Nice à ce moment-là? Bon, t'as la relation avec Éric Roy qui a dû te faire venir. Mais, c'était quoi le projet qu'on t'a présenté à l'époque et qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est une décision, qui a été prise, rapidement. Après cette deuxième saison, on finit deuxième, on gagne encore la Coupe de la Ligue. Je me retrouve à la reprise avec un changement de programme. Il me restait une saison, donc il y a 3-4 joueurs pour alléger la masse salariale de Marseille qui doivent partir, parce que il faut savoir que lorsqu'on a été champion ou vice-champion, le club perdait de l'argent. Incroyable ça, mais bon. Incroyable. Et je voyais bien, il y avait des frictions entre Amigo, Deschamps. On n'était plus sur les premières saisons. Et je savais que cette troisième saison, ça allait être compliqué. Après, pas compliqué sur le plan sportif, mais surtout compliqué en interne. Et ça, c'était déjà assez pesant, en fait. On arrivait, limite, la guerre est déclarée. Limite. Et en fait, j'ai le premier contact avec Nice, où je rencontre les coachs. C'était au golf de Mandelieu. On discute sur le projet sportif. Ils m'ont pas vendu le maintien, ils m'ont vendu un projet de jeu. Tu rencontres Éric Roy et René Marsiglia, c'est ça? Exactement. Tout le sportif, tout le staff sportif. D'accord. Donc, j'écoute, je regarde, je pose des questions, j'essaie de comprendre, de savoir, machin. Moi, j'avais déjà une idée de Nice. L'idée que j'avais de Nice, avant de mettre les pieds là-bas, c'est que je comprenais pas pourquoi ce club ne figurait pas dans les 5 plus gros clubs de France. J'avais du mal à comprendre cette difficulté, en fait. Je me disais, mais comment cette ville, avec la qualité, le contexte, le climat, le fait d'être proche de Monaco, de Cannes pour attirer des gros joueurs, le fait d'être une grosse ville étudiante qui bouge en mouvement avec les structures, les infrastructures, etc.,
pas cette qualité, mais avec un pouvoir avec le public, il y a quand même tout pour faire des bonnes choses. Quand je voyais que Saint-Étienne, bon, même si c'est un club historique, ou Rennes, ou Bordeaux, machin, je me dis, ou Lille, je me dis, pourquoi pas Nice. Et en fait, quand je signe là-bas, parce que après je fais une deuxième réunion, et après il faut que je m'accorde avec Marseille, il faut que je m'accorde avec Nice. Bon, ça se passe un peu en interne tout ça. Mais sur les grandes lignes, quand je signe, je dis au président River qui arrive en même temps que moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas en Coupe d'Europe et je veux être en Coupe d'Europe. Je signe pour être en Coupe d'Europe. Il y a 3 ans, parce que pour aller en Coupe d'Europe, c'est un travail sur du long terme. Voilà. Cette équipe-là, je les ai connus quand j'ai joué contre Amiens avec les Tamaro, Evra, les Diangan, les Verson, etc., etc. Je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, Olagnier. C'est ça? Saint-Meslin, Kabadjawara, tout ça. Kabadjawara, pas cette année-là, mais ils étaient en Ligue 2, ils montent en Ligue 1. D'accord? Et en fait, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, de 2000 en 2010, voilà, et je me dis, moi, si je viens ici, j'ai 3 ans pour essayer de faire évoluer le projet du club et d'arriver en Coupe d'Europe ou de titiller ces places européennes, parce que c'est pas normal. Et ils m'ont pris un peu pour un fou, hein. J'imagine que c'était pas le René Marsiglia et Eric Roy, c'est pas ce qu'ils avaient prévu à la base, je pense. Tout de suite, en tout cas. Ouais, ils n'ont pas fixé de classement de place, mais comme ils savaient pas, ils étaient dans l'incertitude, ils m'ont proposé un projet de jeu, on va jouer comme ça, on va jouer au ballon, on va truc, on va machin. Bon. Et après, si vous voulez, moi, quand je parle avec le président, je dis quelle est sa vision, pour voir si c'est cohérent, si tout est ensemble, si on est aligné, etc. Parce que les projets, on les réussit pas parce que chacun a des objectifs différents. Tu vois, tu peux être ambitieux, mais si il y en a qui veulent jouer que le maintien, c'est compliqué en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il faut que tout le monde soit un peu d'accord. Mais on n'a pas prévu de date. J'ai pas dit la première année ou la deuxième année ou la troisième année. J'ai dit on a 3 ans pour voir ce qu'on est capable de faire. Et en ligne de mire, lutter pour les places là-haut. Pas pour la première place, pas pour la deuxième place, parce qu'à l'époque, vous voyez l'effectif de Lille, vous voyez l'effectif de Marseille, vous voyez l'effectif du Paris Saint-Germain. Quand on a joué le Paris Saint-Germain dans le Stade du Ré, il y avait déjà Zlatan. Donc, pour dire, ok, il y avait Lyon. Vous voyez, eux avaient l'habitude. Donc, pour jouer en haut, il faut avoir l'habitude de jouer en haut. Mais bon, allez, on part. Et je rentre dans cette aventure. Voilà. Et après, c'est sur cette deuxième saison où il y a tout qui prend un sens, en fait. On sait que la première année a été un peu compliquée. Bon, après, comme tu dis, un projet pour revenir à l'Europe, ça se fait pas tout de suite. Ça a même été au final plutôt rapide que ça arrive la deuxième année. Et on en parlera après, mais on a remis du temps à réenclencher la machine. Il y a eu la troisième saison aussi a été un peu compliquée. Mais comment ça s'est passé cette première saison avec d'abord Eric Roy, puis René Marsiglia? Il y a le changement d'entraîneur. On sait d'ailleurs, Nice Matin, on a reparlé cette semaine que toi, à titre personnel, avec René Marsiglia, ça a un peu soufflé. Ça n'a pas toujours été, ça s'est pas toujours très bien passé dans le vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette saison où tu as senti qu'à un moment donné, ça allait plus dans le bon sens? Ça allait plus dans le bon sens, mais bon, paix à son âme. Après, chacun a sa façon de fonctionner par rapport au contexte, par rapport à leur expérience. Ils ont des positions. Tout le monde est. Moi, si j'arrive pour dire que je vais en Coupe d'Europe, c'est parce que je viens de finir premier et deuxième, que j'ai cette ambition-là, qu'on a gagné des titres. Donc forcément, je veux pas dire que je viens pour jouer le maintien. Ce serait pas cohérent psychologiquement. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je le dis. Ensuite, moi, tu me vends un projet. Au bout de jeu. Au bout de 5 matchs, tu me dis, Fabrice, on n'a pas de résultat, machin et tout.
il faut qu'on joue le deuxième ballon. Donc on va sauter les lignes de derrière, on va mettre devant et on va jouer le deuxième ballon et on va. Moi, je suis plus dans ton projet parce que c'est pas ce que tu m'as vendu. Tu vois. Surtout au bout de 5 matchs. Surtout au bout de 5 matchs. Voilà. Et l'honnêteté que j'ai de dire, c'est je ne mets pas sur le terrain. Si c'est pour jouer ce jeu-là, j'ai pas ces qualités. Mais des autres joueurs, mes Koulibaly, mes Merfaé, mais pas de problème. Mais tu peux pas me mettre dans ce projet de jeu-là, c'est pas mon jeu. Je vais pas vous aider. Et ça s'est vu d'ailleurs. On a vu la différence entre la première saison où du coup on n'a pas abandonné le jeu et la deuxième où Claude Puel après a remis le jeu. Si au bout de 5 matchs tu me changes de projet et on est en train de défendre et en train de déjà de jouer le maintien au bout de 5 matchs, moi je suis pas d'accord. Comment tu veux que ça en arrive à Voilà. Ça veut dire que c'est pas c'est chaud et le froid. Il a ses idées, j'ai mes idées. Mais entre toi et moi, on s'est mis d'accord sur un projet de jeu. Oui, c'est pas pour que ça change au bout de 5 matchs, quoi. Donc c'est pas par rapport à l'environnement ou aux joueurs ou machin, c'est entre lui et moi. D'accord. Tout simplement. Voilà. Et si vous voulez, c'est même pas lui, c'était Eric Roy à cette époque, qui était l'entraîneur. Donc si vous voulez, ça part de là. Et puis je voyais que je canalisais toutes les attentions parce que naïvement, je savais pas qu'il y avait une guerre entre l'OM et Nice. Parce que du côté de Marseille, du côté de Marseille, on n'existe pas trop. L'inverse, on n'avait pas cette sensation. C'est ça. Donc, quand je suis arrivé à Nice, je savais pas. On a commencé à mettre au courant à quel moment? Au moment où on a affronté Marseille. On m'a dit il y a intérêt, machin. On m'a mis une pression. J'ai dit quoi? C'est quoi votre truc? Ouais, il y a une pression là et non. Une pression locale. Mais je comprends plus maintenant. C'est que des révélateurs. Et du coup après avec la deuxième saison, puisque tu parles au niveau du projet de jeu, tout ça, on perdait 2-1 à Marseille. Et je marque le deuxième but à la 90e. Et à ce moment-là, tout le monde était calme. Là de suite ça a changé. Il y a quand même un constat qui est fait, c'est que le président, à l'intérieur, on commence à tirer, à savoir mais le pourquoi du comment, mais comment ça fait que ces joueurs-là, machin, tout ça, technique, on a Sablé, on a Elbic, on a Narfaé, Fabrice Sabriel, il y a Mounier, il y a truc, machin, et on se met à pas avoir de résultats avec la qualité des joueurs qu'il y a. Parce qu'il y a de la qualité, il y avait Digard, il y avait Sivelli, etc., etc. On avait des joueurs. On peut peut-être on manquait peut-être un peu de poids offensif, c'est vrai, parce qu'on avait Franck Djadjedje, Eric Moulongui, Guégué. Bambogo non déjà non, il n'y avait pas Bambogo. Il y avait Guégué, Franck Djadjedje, Eric Moulongui, Xavier Pancol qui s'est blessé. Voilà, c'était un peu ça. Donc, c'est vrai qu'offensivement, on manquait peut-être un peu de poids pour concrétiser, finaliser notre projet. Donc, on a peut-être douté par rapport à ça. C'est possible. C'est à un moment donné, le président, il appelle ses cadres, un par un, et il leur demande. Et moi, je dis, on m'a vendu ce projet-là, c'est pas, aujourd'hui, c'est plus celui-là, je peux pas être performant parce que je suis pas Zidane, je suis pas Messi, tout seul, je peux rien faire. Je suis pas un joueur dans mes qualités qui prend la balle, qui fait des différences, ça n'existe pas. Peut-être vous êtes trompé sur moi, y a pas de problème, mais je suis pas ce joueur. Et River, il a été dans ton sens, du coup? Parce qu'on sait qu'avec River et Eric Roy, c'était un peu, c'était pas l'amour fou. Il a commencé à comprendre un petit peu, il a observé et il a réajusté au bout d'un an. D'accord. Avec l'arrivée de Puel, quoi. Et du coup, oui, c'est ça. Pardon? Avec l'arrivée de Puel, l'année d'après, quoi, il a tout réajusté. Bien sûr, parce que lui, il arrivait dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Il devait gérer tout ce qui est l'environnement politique, économique et politique du club. Il doit passer son temps aussi à régler les problèmes sportifs alors qu'il a des coachs, etc., c'est compliqué. Ah ouais. Donc, il fallait trouver une tête pour le technique garant du projet de jeu et lui s'occuper du rayonnement, etc., etc. C'est parce que tout seul, c'est impossible. Aujourd'hui, il a un mode de fonctionnement où, avec Julien Fournier, il y a la compétence, il y a du délégatif, il y a un rayonnement avec la mairie. C'est pour ça que aujourd'hui c'est mieux parce que c'est clair, c'est chacun sa mission, voilà. Ouais, plus structuré, quoi. Voilà, même si aujourd'hui l'entraîneur c'est un bon entraîneur, même si aujourd'hui il a un effectif un peu plus jeune, un peu plus truc, c'est pas grave.
ils sont toujours quand même avec des points positifs, des trucs, des bases solides, avec des postes, avec un fonctionnement, avec des infrastructures, avec de la formation. Ça bosse, ça continue à bosser. Et ils vont réajuster. Et quand tout le monde va arriver à maturité, ils vont reconcurrencer le haut de tableau. Voilà. Mais même dans une saison un peu moyenne, ils sont quand même 6e, 7e. Voilà. Ça veut dire que c'est très bien. C'est ça, on n'a plus peur de jouer le maintien aujourd'hui, même quand, on se retrouve à râler de jouer entre la 6e et la 10e place. Il y a moins de fragilité. Ouais, à cette époque-là, il y avait trop d'informations qui circulaient, les supporters, ils m'en voulaient, je sais même pas pourquoi. C'est des trucs, on me protégeait pas. Au bout d'un mois et demi, les mecs ils commencent à me siffler. Je dis mais c'est quoi ce truc-là? Je me suis jamais fait siffler sur aucun terrain de France. J'arrive ici, c'est pas le problème. Mais bon, t'arrives de Marseille, champion de France, tout ça, c'était peut-être aussi compliqué pour certains. Il y avait de l'attente. C'est pas que Marseille, mais si vous canalisez, vous stigmatisez qu'un seul joueur, ben vous faites pas du bien à votre équipe, hein. Non, c'est vrai. Parce que les mecs se cachent. Et il n'y a plus personne qui joue, et on attend comme ça, qui va se faire tirer dessus? C'est pas moi, hein. T'as vu, moi j'ai taclé. Non, c'est pas comme ça, le football, hein. Mais ça, je suis il faut se soutenir les uns aux autres, hein. Non, mais l'OGC Nice à l'époque, c'était un peu ça, et effectivement, tu arrives avec un certain statut par l'Olympique de Marseille, les résultats, un statut de cadre du vestiaire et de l'équipe derrière. Et puis surtout, en héritage, un club où c'est très compliqué. Oui, on était là, on se souvient bien de l'environnement à l'époque. En premier, aujourd'hui. Parce que les problèmes, encore très compliqué, t'es gentil. Très compliqué, t'es gentil. Les problèmes, je les ai pas apportés avec moi de Marseille à Nice. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand t'es arrivé entre la gueule de notre centre d'entraînement à l'époque, les problèmes en interne, tout ça, tu t'es jamais demandé où est-ce que t'avais foutu les pieds? Moi, j'aime ça. C'est pas un problème. J'ai joué à Amiens, j'ai joué à Guingamp, j'ai joué à Lorient. C'est pas les structures qui garantissent la qualité de ton équipe, hein. Ça n'a pas influencé ton choix, quand même. Non, ça n'a pas influencé ton choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui animent. Et franchement, la déception que j'ai eue quand au bout de 5 matchs, on a changé de projet, j'ai dit merde, putain, je me suis trompé. Ouais, t'étais déçu. Je me suis trompé. J'ai dit comment je vais faire maintenant? Donc il va falloir que j'assume. Mais après, il y a cette deuxième année où ça se passe beaucoup mieux. Avec Claude Puel, qui a un autre projet de jeu, l'équipe qui est changée à moitié. Dans mon souvenir, je crois qu'il y a 11 ou 12 départs pour 8 arrivées ou quelque chose comme ça. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a Valentin Estrie et Eric Botéac. Donc déjà, il y a un fonctionnement où on est à la performance, où il y a un projet de jeu qui est tenu par un homme qui est qui a énormément d'abnégation, qui ne se laisse pas influencer par l'environnement, par le contexte un petit peu électrique, par tout ça. Voilà, il a son projet de jeu, il a sa façon de fonctionner. Moi, au départ, je suis pas titulaire, hein. C'est clair, hein. Il m'a dit, il a observé la saison d'avant. Il a dit Fabrice, c'est pas bien sportivement. Il faut que tu te refasses un truc, machin, tout ça. Tu vois. J'ai dit il y a pas de souci. Il a été honnête dès le départ. J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. À partir du moment où c'est clair. Pas de problème. Maintenant, on avance. Oui, puis derrière, tu as gagné ta place à la régulière en cours de saison. De toute façon, après, il m'a mis capitaine, tu vois, vice-capitaine, avec un rôle pour les jeunes, avec une importance, mais pas plus que ça, pas plus que lui. Voilà. On a l'impression, les saisons d'avant, que c'était les joueurs ou par rapport à ce qu'ils pensaient qui était important. Et on écoutait l'un, l'autre selon leur bon vouloir, leur ressenti, leur confort, etc. Mais chacun va donner une vision de la situation qui est la sienne. Mais ceux qui vont être les garants de ce collectif, c'est la direction. Voilà. Et si vous n'avez pas ça, une institution forte, même avec les meilleurs joueurs, vous n'avez pas de résultat. C'est sûr que là-dessus, Puel, il a apporté quand même énormément, je pense, par de son poids, on va dire, en tant que, avec son vécu, tout ça.
Je pense qu'il a apporté énormément au club et à River aussi, je pense. Bah oui, bien sûr, il a aidé. Il a déresponsabilisé du projet sportif. Quand le président est obligé d'appeler les joueurs et tout ça pour demander leur avis, on est déjà dans un problème. Hein. Surtout que c'est pas son taf. C'est pas son taf au président. C'est pas son taf au président de faire ça, en fait. Non, et puis il n'a pas les compétences. Lui, il sait pas de quoi on parle. C'est entraîneur, il sait pas comment on gère une séance, comment on fait une causerie, il sait pas tout ça. Lui, ce qu'il regarde, c'est quoi? Si son équipe elle est heureuse, si les gens sont heureux, si ça se passe bien, si l'environnement il est sain, qu'est-ce que je peux apporter en plus pour vous aider? C'est un rôle simple qu'il a. Mais à aucun moment il va régler des problèmes de terrain. C'est impossible. Ouais, et puis elle a apporté cette tranquillité et ce côté un peu structure, cette garantie. Ouais. Cette garantie. Nous, on a l'habitude de dire que Claude Puel, c'est lui qui a professionnalisé le club. Parce que avant, Fabrice nous le dit depuis tout à l'heure, c'était roots, quoi, l'OGC Nice. C'est un peu la bricole des merdes, certains qui se cachaient, 2 changements d'entraîneur dans la saison, tout ça. Il y a cette stabilité, l'expérience du plus haut niveau après qui sont arrivés avec Claude Puel. Moi, je suis désolé, hein, c'est un peu négatif tout ce qu'on dit, mais aujourd'hui, on n'était pas non plus super positive. Donc voilà, on en parle aujourd'hui avec pas en rigolant, mais avec un peu avec du recul. Voilà, c'est que parce que aujourd'hui tout se porte bien et c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai été il y a pas longtemps. Il y a des messages qui ont été passés, il y a trop d'infos, des fausses infos qui circulaient à droite, à gauche, et je sais pas quoi. Et l'erreur que moi j'ai fait, c'est de ne pas communiquer. Parce que je me suis dit, avec le temps, en passant sur le terrain et en étant performant, ça va se régler. Mais en fait, ça a fait plus que ça. Moi, je parlais aux médias, et plus il te faisait une image du mec qui s'en fout, du mec qui truc, tu vois, qui gagne de l'argent, qui vient de Marseille, qui s'en fout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et en fait, il y a eu tout ça. Après ça allait mieux quand même. Ouais, non, mais la saison. Ouais, bien sûr. Mais la saison actuelle, elle a fait du bien pour ça, je pense aussi. Pour toi, je te parle dans le sens où la belle saison, elle a apaisé beaucoup de choses et ça allait beaucoup mieux tes 2 dernières saisons. Elles sont vis-à-vis des supporters, tout ça, elles sont beaucoup mieux. J'ai plus de retours positifs que de négatifs. Bah oui, de toute façon, c'est pas pour rien que tu es avec nous aujourd'hui. Si on avait gardé une image négative, voilà, c'est ça. On aurait appelé quelqu'un d'autre. Là, on a parlé d'une période. On isole une période dans mes 3 années, mais dans mes 3 années. Mais c'est très bien d'avoir des retours. J'ai 80%, 90% de positifs avec des gens où je retourne, avec des amis, je vais au stade, des jeunes joueurs que je suis encore. Il y a Neil Bopé avec qui j'ai eu beaucoup d'affection, où j'étais souvent avec lui. J'ai vu Jordan à ma vie, je l'ai vu évoluer. Donc Kolodia, Alexis Bozetti, je suis toujours en contact. Il y a Napalis Mendy, Valentin Seri, Kevin Gomis. On a créé quand même quelque chose de positif. Ouais, bien sûr. Totalement. Mais comme tu dis, même s'il y a du négatif, c'est bien d'avoir tes retours aussi en tant que joueur. C'est ce qu'on cherche, nous. C'est ce que cherchent les supporters qui nous écoutent, les auditeurs. C'est ce qu'ils aiment aussi savoir. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré en parler. Je crois que ça doit être une première fois que je le dis sur un média, de parler de ça, parce que je veux pas faire du mal à personne, tu vois, parce que c'est passé, surtout avec Père son âme à Marseille-Villard, je voulais pas revenir dessus. Voilà. Après, moi, c'est pas lui le coupable de ça, c'est un contexte, un environnement. Non, après c'était plein de choses en fait. Après c'était pas personnel, c'était du sportif de toute façon. Exactement. T'inquiète, c'est pas. Voilà, y a pas de. Ça reste dans le domaine sportif. On fait pas un procès du tout ni à quelqu'un. En plus, René Marsiglia, c'est quelqu'un qui est idolâtré ici, exactement. Moi, ce que j'avais à dire, je l'aurais dit. En tête à tête.
Après cette super saison 2012-2013, du coup, où l'équipe marche sur l'eau, notamment emmenée par un super Dario qui est qui fait la saison de sa vie. Avec avec des bons jeunes qui sont restés quelques années, qui ont tous fait une carrière. T'en as cité pas mal déjà aussi, qui ont fait une carrière très correcte après. Il y a cette qualification en Coupe d'Europe. Malheureusement, ça s'arrête très très vite. Avec ce barrage face à Limassol. Ouais, j'ai pas trop compris. Ce barrage. Ouais. On aurait bien aimé que tu nous en dises un peu plus parce que nous, ça fait 7 ans, on n'a pas compris ce qui a pu se passer. Surtout le match aller, quoi. Avec ce compo incroyable. C'est l'excès du projet de formation. Voilà, l'utilisation des jeunes. Moi, je comprends très bien Claude Puel à cette époque quand il veut donner de l'expérience à ces jeunes joueurs qui vivent des moments comme ça parce que c'est enrichissant, c'est peut-être pour la saison ça va les servir et tout ça, et au final ça nous a desservi et on a fait une saison où on s'est battu entre maintenir le projet des jeunes, de garder des jeunes dans l'équipe et le maintien et les résultats. Voilà. Et moi je pense que on aurait dû assurer la qualif et mettre des jeunes dans la phase de groupe. Oui, parce qu'après ça te faisait 6 matchs où tu avais le temps de faire rentrer des jeunes la fin, ou si tu étais éliminé rapidement. C'est pour ça qu'avec du recul, je pense que même lui s'il en discute, je pense qu'il a fait une erreur. Il le sait, je pense. Est-ce que le club se voyait déjà qualifié en fait? Non, c'est un club chypriote, on va les plier, on n'a pas besoin de mettre. Bon, on sait qu'il y avait des blessés aussi au match aller en défense. Ça va être mais moi j'étais sur le banc, il y avait Boteac sur le banc. Brian Constant qui joue titulaire, il n'avait pas fait beaucoup de matchs, on sort d'une préparation. Et il joue en pointe en plus, non? Il joue en pointe, Brian Constant en plus. Il joue en pointe. C'était ouf, quoi. Moi, je connaissais l'exigence de la Coupe d'Europe et je sais que sur le plan émotionnel, peu importe l'équipe contre qui tu joues, elles ont une grosse valeur. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe, on a joué Zurich, Žilina, Copenhague, en Ligue des Champions ou en Europa League, je peux te dire que ces équipes-là, si t'es pas à 100%, elles te frappent. Allez, retour. Parce que c'était carré. Il n'y a pas des grosses individualités, tout ça, mais c'était carré. Et le point fort de Chypre, c'est son public méditerranéen comme on avait à Nice, et cette qualité à emballer, à mettre une pression sur coup de pied arrêté, quand il se retrouve dans la surface, sur 10-15 minutes, qui peut faire basculer le match. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour lutter contre ça, c'est soit tu as de la qualité, ton équipe elle garde le ballon et elle enlève toutes les munitions à l'adversaire, soit tu as l'expérience de sur le terrain et les mecs ils sont capables de pas s'affoler quand il y a une pression, quoi. Pendant 15 minutes, on est capable. On avait ni l'un ni l'autre au match aller à Limassol. On avait ni l'un ni l'autre. J'ai toujours pas compris. Après le retour, il démarre bien pourtant. Hein. Le retour, il démarre très bien. On marque très tôt avec Dario et tout, et on y a tous cru. Hein. Même vous, j'imagine, vous y avez cru sur le terrain quand tu marques tôt. Il y a un poteau, il y a un truc, il y a une action chaude dont on a failli marquer et tout. Mais c'est pour dire que en Coupe d'Europe, le moindre relâchement, on peut pas faire qu'un seul match. On doit faire 2 matchs. Ou alors 3 mi-temps sur 4, à la rigueur. Et encore, il faut avoir de la chance. Pour vraiment il faut être au-dessus déjà, quoi. Voilà. Pour que ton équipe soit vraiment meilleure. Voilà. Et quand nous, on voit tout le travail qu'on s'est tapé l'année dernière, sur des matchs, franchement, moi, j'ai laissé, on n'a pas un jeu à l'économie, hein. J'étais pas à Lorient où le ballon il court, il circule, tout le monde s'est carré, tout ça. Hein. Quand on a fini 4e, on a dû se battre sur tous les ballons, anticiper peut-être le mauvais placement ou replacement du jeune, aller là-bas. Oh, c'était et puis le jeu de Nice à l'époque, c'était vers l'avant, duel, pressing contre pressing. Voilà, il n'y avait pas d'économie, quoi. Donc quand je vois les efforts qu'on a fait et on arrive en tour préliminaire et pas se qualifier, bah la déception elle est à la hauteur de l'investissement en fait. Ça coupe les jambes pour la saison je pense oui, psychologiquement. Oui. Ouais. Je pense que psychologiquement, je pense même pour le coach, ça lui enlève un coup de confiance. Attends. Parce qu'on excuse-moi. Ouais,
ça enlève un petit peu du crédit sur le coach, en fait. Parce qu'on moralement ça vous fait mal aussi. Ouais. Moralement, ça vous fait mal, je pense. Pourtant, la saison elle débute pas mal. Bon, il y a l'inauguration du nouveau stade, déjà, forcément, qui emballe un peu le projet. Ouais. Les premiers matchs sont pas mal. Je crois qu'on est 5e après la victoire face à l'OM. Je sais plus si c'est septembre, ça va être encore au mois de septembre. Ouais. Mais derrière, vraiment, ça s'écroule parce que trop de jeunesse. Du coup, il y avait beaucoup d'erreurs techniques des jeunes. Ensuite, on a dû gérer le cas Grégoire Puel et Paulin. On a dû gérer ça. Ça serait curieux si tu pouvais nous en parler un peu plus, parce que bizarrement, il y a une espèce d'omerta autour de ce sujet. Il n'y a pas grand monde qui s'exprime dessus. C'était pas qu'une légende. Il y avait vraiment un problème Grégoire Puel au sein du groupe. Il n'y avait pas un problème Grégoire Puel, il y avait un problème où comme moi quand je suis arrivé, il y avait un problème que le contexte se focalisait exclusivement sur mais Grégoire Puel, il a pas de niveau, nanani. Et en fait, ça mettait une pression sur le joueur, ça le déstabilisait, et nous, on devait gérer ces manques, du coup. Parce que il faisait, au lieu de faire une ou deux erreurs, il en faisait 10. Parce que. Mais c'est à cause du contexte ou parce que, la suite de sa carrière, tendance à montrer qu'il n'avait pas le niveau quand même non plus, le gars. Oui, peut-être, mais on peut pas le savoir à cette époque-là. Au même titre que quand il fait jouer Jordan Amavi, il a autant d'erreurs techniques, de placement. Moi, je lui disais tous les jours, je dis, mais Jordan, comment tu vas faire? Comment tu vas faire dans ta carrière? C'est pas possible. Tu mets pied droit, t'es gaucher, tu conduis la balle de droit, je dis, comment tu fais pour intervenir? Parce que son joueur, il était tout le temps dans son dos, mais comme il allait vite, il rattrapait les coups. Je dis, mais là, t'as de la chance parce qu'on joue contre des équipes qui sont moyennes. Mais si tu joues la Coupe d'Europe et tout ça, tu laisses Neymar, Mbappé, Messi avec 5 mètres d'avance, c'est terminé pour toi, c'est terminé. T'as plutôt intérêt à régler ta ligne défensive, tes alignements, tout ça. Et en fait, tous les petits jeunes, ils avaient quelque chose. Bozetti, il avait quelque chose à régler. Mopé, pareil, pardon. On avait Luigi Brun, on avait Bruls, on avait un nombre de joueurs, tous avaient un potentiel avec une marge de progression. Et Grégoire en faisait partie. Et pour nous, on n'était pas surpris, si tu veux, de le voir sur le terrain. C'est pas le problème, parce qu'à l'entraînement, tout ça, tout le temps à fond, tout, il n'y avait pas un manque de respect, il n'était pas hautain, il a toujours été dans le projet, etc. Mais en fait, on s'est retrouvé, si tu veux, ça focalisait une pression, ça mettait une pression sur lui, et peut-être que nous, involontairement ou indirectement, on faisait moins confiance à Grégoire, et plutôt que d'apporter offensivement, peut-être que moi ou celui qui jouait de son côté, il sécurisait un peu. En fait, on a perdu de la spontanéité à cause de tout ça, en fait. Et nous, ce qui faisait la qualité de notre jeu, c'était la spontanéité. C'était les centres en une touche, c'était les frappes de loin, la frappe tendue, le crochet, la transversale. C'était jouant une touche, tu vois. C'est ça, c'était comme ça. Et en fait, c'est un peu crispé tout le monde. Exactement. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'il va la rater, est-ce qu'il va pas rater, est-ce que, tu vois? Et lui, Kevin Gomis, et quand on mettait Lloyd Palin ou Kevin Gomis à droite, c'était pas beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, avec du recul, moi, je me dis, peut-être que des fois, quand il était stigmatisé, il fallait peut-être l'enlever. À l'époque, le capitaine, je crois que c'était Digard, c'est ça, si je me trompe pas. Il y a eu des discussions avec Puel vis-à-vis de lui quand même. Est-ce que au bout d'un moment vous vous êtes dit il faut en parler de ça, il faut lui dire qu'il y a cette crispation sur le terrain. Jamais personne n'a osé en fait. Non, c'est pour ça que pour nous il n'y avait pas de problème. C'est au fur et à mesure que c'est devenu un problème. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que pour nous il n'y avait pas de problème parce que on savait que les jeunes ils n'avaient pas terminé leur formation, qui allaient potentiellement avoir des erreurs. Bon, on le savait. Mais c'est pas que Grégoire. Voilà. Et, moi, je me suis retrouvé à Marseille en Coupe de France. J'avais une équipe autour de moi, c'était la Gambardella. Quand vous gagnez Sagagas, là.
Ouais, quand on gagne 5-4. Moi, Zassen, il prend un coup franc, personne ne la touche. Il a 25 mètres, il n'y a pas de force dans le coup franc, c'est Thauvin qui marque, j'ai pas compris. C'est des erreurs comme ça. Mais nous, on n'était pas là pour se prendre la tête sur l'exigence. On n'était pas exigeant au niveau de la qualité, au niveau du niveau. On était surtout exigeant dans l'investissement. Et tant que l'investissement, il était là, eh ben, on était tous ensemble. C'est ça le truc. Mais notre jeu a perdu en spontanéité. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a des joueurs qui se disaient, ouais, mais tu vois, indirectement. Mais nous, ça n'a jamais été un sujet de notre vestiaire, ça n'a jamais été une requête. Et vous pouvez me croire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça n'a jamais été une requête. D'accord. Et du coup, c'est toi qui marque le dernier but de ce match, non? C'est ça? Ouais, 5-3. Le dernier but, c'est Souleymane. Ouais, c'est Diawara qui marque. Oui, tu mets le dernier. Ouais. Tu mets le dernier but. Oui, pardon. Il y a 3 buts. Il y a 3 buts dans les arrêts de jeu dans ce match. C'est n'importe quoi d'ailleurs, non? Comme ça. Non, pas dans les arrêts de jeu. Il y a un but. En fait, il y a un but dans les arrêts de jeu. Enfin, fin de match, 89e. Et moi, je marque l'arbitre. Le ballon, il va pour rentrer. L'arbitre, il siffle. Ouais, ça, je m'en souviens aussi. Le ballon, il part. C'est vrai, ça. J'ai dit, mais l'arbitre, vous êtes pas sérieux quand même. Parce que pour arrêter de siffler avant que le ballon rentre, c'est vraiment qu'il voulait pas que je marque. Parce que là, il y avait plus personne. Je sais pas ce que tu lui avais fait, mais il t'en voulait. Ouais, il a dit, ça suffit. Vous les avez déjà éliminés et humiliés à Marseille, ça suffit. Avec une équipe de Gambardella, comme le dit Alexis. C'est Mopé sur ce match qui leur met la misère à la défense marseillaise. Mopé, il les rend dingue sur ce match. Ouais, mais Grégoire aussi, Puel, il joue un cran plus haut, il est droit, il marque. C'est dévié par c'est Bozetti qui traîne dans la surface sur un corner qui marque. On a un penalty. Mais en fait, c'est le bon côté de la jeunesse, effectivement, sur ce match. On se prenait pas la tête. Et en fait, notre saison, elle était comme ça, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres. Voilà. Et moi, j'ai toujours en travers de ma gorge l'élimination. Berbatov, il marque à la 120e ou je sais pas quoi contre Monaco à domicile. J'étais dégoûté. Contre Monaco en Coupe de France, je crois que c'est les quarts de finale. Il marque dans les arrêts de jeu des prolongations. On joue à 10 depuis la 30e ou à l'heure de jeu, je sais plus. Ouais, la 30e minute à 10. On fait un match exceptionnel, on n'est pas récompensé. Parce que c'était aussi un moyen d'aller en Coupe d'Europe aussi, d'accrocher une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Ça aurait été beau en plus. Coupe de la Ligue d'ailleurs. Ça aurait été beau pour Nice en plus de gagner une coupe dans le nouveau stade. Dans le nouveau stade, tu démarres une nouvelle ère assez forte quand même. Mais bon, perdre contre l'ennemi, Monaco, le derby. Comment l'histoire se termine avec Nice à l'issue de cette troisième saison du coup qui est pas sur le plan personnel mais sur le plan collectif pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, du coup qui est plus compliqué. C'est que t'étais plus dans le projet qui était orienté vers les jeunes. Toi, t'avais envie d'autre chose. On n'a pas eu trop de discussions, donc du coup, moi je me suis dit, il me propose pas de prolonger ou d'accompagner les jeunes ou une reconversion ou quoi que ce soit dans le club parce que ils ont encore dans la tête l'épisode du début, ou alors est-ce que Claude Puel, parce que moi j'avais un très bon contact avec les jeunes, est-ce que j'empiétais un peu sur son truc, je sais pas. En fait, il y a plein de questions, mais j'ai jamais eu de réponse. Là, je fais des suppositions, hein. Mais on s'est jamais assis, pour discuter de l'avenir et tout ça. Moi, j'ai dit je voulais pas arrêter, je voulais continuer encore 1 ou 2 ans. Parce qu'on m'a proposé à l'époque, c'était Christian Gourcuff, il m'a proposé d'aller sur le métier d'entraîneur, d'éducateur, de formateur, et je lui avais dit, je crois que c'était 2 mois avant la fin de 2 mois avant la fin de la saison, la fin de mon contrat, que j'avais encore envie de jouer et que j'étais prêt aussi à m'arrêter à Nice et à vivre à Nice. Voilà. Et c'est que après que j'ai eu un projet. Au bout d'1 mois,
ma femme, il y avait ma mère, tout ça. Ils m'ont dit tu tournes en rond, il faut trouver un projet. J'ai dit putain. Bon, bien, j'avais des projets à l'étranger, tout ça et tout, Tunisie, etc. J'ai même pas été, j'ai pas répondu. Il y avait Nîmes à l'époque qui était en Ligue 2, Angers, tout ça, j'ai pas été, ça m'intéressait pas. J'étais bien à Nice, j'étais un peu déçu, voilà. Mais après, moi j'ai de la fierté et je pouvais pas non plus aller les voir, leur dire oui, vous pouvez, s'il vous plaît. J'étais pas du tout dans cette démarche. Oui, puis si t'en es pas venu vers toi, c'est que tu sentais bien que de toute façon, il t'incluait pas forcément dans la suite du projet. Ouais, et puis moi, de toute façon, l'idée que j'avais, c'était de laisser la maison propre, avec sur le plan sportif et sur le plan de l'image, quelque chose de professionnel et un club en bonne santé qui va pouvoir évoluer. C'est juste ça, déjà, moi, mon ambition à la base. Voilà. Accessoirement, trouver la Coupe d'Europe, ok. Gagner un titre, on sait jamais, j'ai envie de dire. Voilà, mais dans les 3 ans, c'était surtout d'avoir fait partie d'une évolution d'un club, d'un projet ambitieux. C'était surtout ça. Et je pense que voilà, j'en ai fait partie. J'ai pas vu le centre de formation être construit, j'en ai pas profité des centres d'entraînement, etc. Voilà, j'ai eu la chance d'inaugurer ce nouveau stade, de faire partie de cette aventure, d'avoir lancé cette aventure. Et aujourd'hui, je suis content de les voir en bonne santé et qu'ils vont pouvoir travailler, voilà. Mais il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de souci, quoi. Je suis bien. Et de toute façon, malgré comme je te dis tout à l'heure, pardon Brice, désolé, je te coupe. Comme tu disais tout à l'heure, malgré la première saison un peu difficile avec tout ce qu'on a rappelé, mais je pense que tes 2 dernières saisons, elles font oublier ça, comme tu dis, t'as eu 90% de positifs, comme tu l'as dit toi-même. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, parce que même de nous en tant que supporters, ça, on est moi je suis content. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais tu peux être content de ton passage à Nice, je pense, et je pense que tu l'es en tout cas. Non, c'est gentil, merci. Mais vous inquiétez pas, j'ai de bons retours et j'ai des amis et je reviens en vacances. Donc ça veut dire que c'est une très bonne chose. Et du coup, Fabrice, c'est quoi ton actualité? C'est quoi tes projets là prochainement? Du coup là, le 11 et le 12 mai, on a l'entretien pour rentrer à la formation du diplôme professionnel, pour entraîner les pros. Et j'ai vu dans la liste qu'il y avait Fred Joria. D'accord. Bah, c'est info, ça, c'est bien. On prend. Et du coup, toi, tu te vois comme entraîneur d'un club de Ligue 1, Ligue 2 à terme, une fois que tu auras accumulé l'expérience, mais c'est quelque chose qui te donne envie dans ta carrière. Ouais, je ne me fixe pas de limite, mais l'appétit vient en mangeant. Et au départ, je n'étais pas du tout parti sur ça. Et je me suis retrouvé à Nice, notamment, à avoir un impact dans mon discours chez les jeunes. Et ils venaient tout le temps chercher une information. Même des joueurs comme Jérémy Pied, Napalis Mendy, quand je joue à côté de lui, il me dit, Paris, c'est super de jouer à côté de toi, c'est simple, c'est clair. Tu vois, le petit Mopé qui m'appelle encore aujourd'hui, Jordan Amadi qui sait que j'avais raison à l'époque, qu'il avait des manches, tu vois. C'est-à-dire que maintenant il a été convoqué en équipe de France. T'imaginais ça quand tu le voyais jouer? Pas du tout. Pas du tout. Je lui ai dit, si tu continues comme ça, tu vas prendre des vraies rousses sur ton côté. Et t'inquiète pas qu'à Marseille, il en prend des rousses. Oui. Tu vois, mais aujourd'hui, non, je te jure, je lui souhaite, c'est avec beaucoup d'affection, je lui dis, parce que c'est des petits avec qui j'ai beaucoup traîné, que j'ai pris sous mon aile, que j'ai discuté, etc., etc. Il y en a qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais c'est pas le problème. J'avais le petit Fofana, le petit Kevin Gomis, je les ai alertés sur un certain nombre de choses. Valentin Serré, je les ai alertés sur un certain nombre de choses. Je m'étais pris d'affection dans ce rôle-là. Et il y a eu je pense pas m'être trompé sur le diagnostic, en fait, sur leur manque ou sur ce qu'ils pouvaient bien développer, etc. Et au fur et à mesure, en fait, je commence à passer mes diplômes et la formation BEF, DES, ça permet de structurer ce que tu penses dans ta tête, tu le structures et tu le mets en place. Et en fait, tu arrives à voir si c'est entraînant pour une équipe, si elle te fait confiance, si tu gagnes des matchs, si tu es cohérent, si tu es juste par rapport à toi, tout ce que tu voulais pas d'entraîneur, tu vois. Et aussi, quand tu es dans des moments où tu
as des réactions épidermiques, tu te contrôles pas, tu vois, t'as pas le temps de réfléchir. Est-ce que tu es une bonne personne ou pas une bonne personne? Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es un bon entraîneur? C'est tout ça, en fait, j'avais besoin de savoir. Et en fait, sur mes 2 premières saisons, je fais des montées. Et donc, je continue à apprendre ce métier et à me performer, tu vois. Et là, on arrive quasiment sur la dernière strate. Et la dernière strate, c'est-à-dire le diplôme professionnel, on n'est plus, si vous voulez, dans je vais découvrir mon système, je sais pas trop comment je veux. On n'est plus dans ça. Là, on est sur manager son staff. C'est dans l'humain, là, du coup, maintenant. Voilà, manager ses joueurs, manager son staff, déléguer, avoir déjà son programme et surtout le média, les attentes. C'est pour ça que je travaille toujours consultant à Canal+, parce que ça me permet, dans les émissions, dans les attentes du média, par rapport à l'entraîneur, par rapport aux spectateurs, aux téléspectateurs. Et je pense que c'est super enrichissant pour ce métier-là. Dans les confs, dans les conférences de presse, avant match, après match, il y a une attente des journalistes qui n'est pas la même attente que des joueurs dans le vestiaire, dans le débrief. Et puis d'avoir cette vision-là. Et puis aussi les supporters, donner aussi une image où on n'est pas en crise, on arrive à bien gérer, etc. C'est très important aussi, parce que les supporters n'ont que les médias pour voir plus ou moins si le club va bien, si tout est bien cadré. Oui, et puis le terrain aussi, tu vois, je ne vais pas te dire que je suis pas en crise alors qu'on fait n'importe quoi sur le terrain. Voilà, c'est ça. Ah, non, mais il y a ça aussi, c'est vrai. Ils sont pas cons, les supporters. Il y en a qui ont essayé à Nice ces derniers mois de nous le faire croire. Il faut pas s'alarmer. Voilà, il y a protéger son groupe, protéger son club. Mais tu peux pas ne pas être juste ou cohérent avec l'extérieur, parce que ça va se voir sur le terrain de toute façon, dans les résultats. Donc, il faut être... C'est pour ça que ça me permet, moi, d'avoir un feedback sur justement les attentes du téléspectateur. Nous, quand on fait des émissions, si on parle pas de Neymar, si on parle pas du carton rouge, de l'expulsion, du truc, alors, tu vois, on parle pas de jeu. Dans nos émissions, on parle pas de jeu. Même dans les commentaires de match, on parle pas de jeu. Après, si t'écoutes Stéphane Guy et tout ça, c'est des collègues à moi. On est beaucoup sur l'histoire, sur ce qui émerge. Le changement qui a fait gagner. Tu vois, je veux dire. T'es sur l'événement, t'es toujours sur l'instant présent et jamais la réflexion, le long terme. Exactement. Par contre, en France, on n'est pas comme ça. Je trouve qu'en France, on n'est pas comme ça. C'est vrai qu'en Angleterre, on est plus comme ça. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Je regarde beaucoup BT Sport ou Sky Sport de temps en temps, parce que j'ai l'IP télé, oui, j'avoue. Donc on l'a tous, ne t'inquiète pas. et j'aime bien regarder ces matchs-là, parce qu'en fait, en anglais, les mecs, ils arrivent à te dire que telle tactique, les gars de Bournemouth... Alors, il faut comprendre aussi que ça vient de la culture. Oui, voilà. La culture en Angleterre, les gens sont en attente de l'expertise. Ils sont en attente de la tactique. En France, les gens, ils sont en attente de les tops et les flops. Oui, Marseille a perdu. Donc Nice gagne contre Marseille. Marseille a perdu. Alors pourquoi ils ont perdu? Ouais, ou alors Neymar a fait ça, monstrueux, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'audimat t'oblige à faire ça. Ah, mais bien sûr. Ouais, voilà. Il se base sur ça, en fait. Le leitmotiv pour eux, c'est ça, en fait. C'est l'audimat. Voilà. Quand tu prends un podcast et tu dis, je veux prendre Fabrice Abriel, je veux prendre Ospina, je veux prendre, etc., tu sais déjà que tu vas avoir une accroche. Après, il y a le contenu. Oui. S'ils vont zapper au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout d'une heure, tu vois? C'est ça qui fait la différence. Totalement. Tu vois. Mais si tu prends aujourd'hui, je dis une connerie entre guillemets, c'est un ami, c'est pour ça que je vais citer Xavier Pentecôte, tu vas dire ouais, mais il va me parler de 3 mois et le reste c'était, tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que je vais ressortir de ça, tu vois? Et les attentes des téléspectateurs, c'est exactement ça, ou de l'auditeur, c'est exactement ça. T'as exactement bien résumé. Je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé, hein. Je suis fan de l'expertise. J'aime quand on explique un peu, sans parler des choix de l'homme. Je rentre pas dans l'homme. Mais quand je suis sur des plateaux ou quand je commande des matchs, j'aime bien parler des situations, expliquer des situations. C'est des situations qui sont vraies sur le moment, mais la semaine d'après,
peut-être qu'ils auront réglé ce problème et ça sera une autre situation, une autre problématique. C'est dans ça que je veux amener le téléspectateur à aller chercher d'expertise. Et toi, tu essayes à te développer là-dessus en regardant les commentaires anglais ou c'est par toi-même, tu essayes d'imposer ça? Non, moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. D'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai parlé des problèmes de Nice, je parlais du jeu. Hein. Oui, c'est parti du projet de jeu. Hein. Tu vois, et quand le projet de jeu est différent, il faut les hommes pour les animer. Hein. Moi, je n'étais pas capable, c'est pas dans mes qualités. J'avais pas la tête, tu vois, je n'étais pas prêt pour ça. Je pouvais pas. Ouais, parce qu'il faut me préparer. Si tu me prépares d'entrée, tu me dis, Fabrice, on va jouer le deuxième ballon, c'est la guerre. Et dès qu'on pourra jouer au ballon, ok, on essaiera d'avoir les résultats qu'il faut. Moi, j'accepte. Si j'accepte, je viens. Il n'y a pas de problème. Mais si tu me vends un projet et après tu me changes le projet, je me dis, ma gueule, c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué de voir comme ça, oui, ça j'imagine. Et puis après, il y a aussi ta carrière, parce que voilà, le foot, hein, je l'apprends à personne, mais c'est un sport collectif, mais avec des carrières individuelles, tu n'as pas non plus envie, toi, de te cramer aussi pour la suite de ta carrière, etc. aussi. Donc, tu n'as pas envie de faire les mauvais choix, les mauvais matchs, donner pas le meilleur de toi-même et tout. Je comprends ça. Non, moi, si tu veux, je veux bien aller à la guerre, mais donne-moi les outils. Oui. C'est tout ce que je te demande. Si à l'entraînement, tu me prépares dans un projet de jeu, on balance, on joue deuxième ballon, on commence le deuxième ballon, on va chercher dans les pieds, on est 2, on est 3, etc., il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis, on joue la semaine, on joue au ballon, on fait des petits jeux, tac, 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 ça se passe super bien, hein, puis remise, troisième, et on arrive en match, et tu me dis, voilà, les gars, on saute le milieu de terrain, un truc, j'ai dit, mais comment tu veux qu'on fasse? On peut pas inventer. Ben non. Moi, je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord. Celui qui est d'accord avec ça, c'est qu'il joue soit derrière, soit devant, au milieu. Et qu'il a une autre vision du foot aussi. Il a une autre vision du foot aussi, surtout ça. C'est pas passer 60 minutes à avoir des ballons de passer par-dessus la tête, c'est pas passionnant. Mets-moi défenseur central et je mets que des sacs devant, il n'y a pas. Ça aurait été bon, ça. Fabrice Abriel, défenseur central, ça aurait été bon à voir. Ah, non, mais demande ces deux dernières, ça aurait été pas mal, quoi. Demande aux défenseurs centraux d'aller jouer au milieu. On va voir si vous prenez du plaisir. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est pas toi. Chacun donne sa vision. Chacun son poste, chacun sa vision du foot. C'est ça, exactement. Et chacun ses compétences. Si on raisonne comme ça, il y a des problèmes. Mais si l'entraîneur fixe, moi, j'accepte. Je dis, c'est bon, je vais. Il n'y a pas de problème. Après, au départ, j'allais sur le terrain. Au bout de 7, 8, 9 matchs, je vais dire, ouais, là, c'est. Non seulement j'accepte d'aller sur le terrain, mais en plus, c'est de ma faute quand on perd. Ouais, j'ai pas perdu le ballon. J'ai rien fait, mais c'est de ma faute. Je dis, non, c'est pas possible. Ah ben ouais, là c'est un peu compliqué, je te l'accorde. On a perdu Sky encore, décidément, c'est un peu compliqué là, au niveau de la connexion. Ouais. En tout cas, c'était vraiment passionnant, sincèrement. Je pense qu'on pourrait faire le podcast pendant des heures et je pense si tu le veux bien, on te rappellera pour encore discuter tactique et tout. Ça sera avec grand plaisir parce que ça, c'est quelque chose qui me passionne pour le coup. C'est gentil, ouais. Merci à toi. C'était, voilà, encore une fois, je le répète, c'était génial ce podcast avec toi. On a beaucoup appris. C'est vrai, c'était un plaisir. Ouais, vraiment. Un plaisir de t'avoir avec nous, vraiment. Plaisir partagé, merci. Et de te remémorer des bons souvenirs, des moins bons aussi, mais on a retrouvé Sky. Avec du recul. Oui, vous savez qu'un bon journaliste, il pose toujours des bonnes questions. Ah ben voilà. C'est gentil. Eh oui, c'est ça. Bon, donc du coup, ça me permet de. Non, mais c'est bien parce que ça m'a permis un peu de rafraîchir, mais même de te rappeler des bons moments. Certains points. Ouais, c'est vrai. C'était même pas prévu, mais bon. Parce qu'au départ, on était sur 2012-2013. Ouais, non, mais ça, on a parlé de tout le reste aussi. C'est ça, comme je t'avais dit, comme on s'était parlé, on devait parler de ça, mais après, de fil en aiguille, forcément, on parle de tout et c'était vraiment, c'était vraiment passionnant, vraiment. Et puis, c'est différent des émissions qu'on peut voir et que tu co-animes ou tu animes toi aussi sur Canal. C'est que les podcasts, tu peux aller un peu partout et voilà, puis c'était un véritable plaisir, c'est comme une libre antenne, on parle un peu des sujets qui arrivent comme ça et avec toi c'est vraiment exceptionnel, le mot est faible. C'était vraiment très très bien. C'est gentil, en tout cas on a passé un bon moment et ouais, pareil. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos investissements et puis c'est très gentil.
on vous lira, on vous écoutera sur la suite. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup, Fabrice, d'être venu. Merci beaucoup pour les bons souvenirs, les petites anecdotes. Merci. C'était vraiment cool. Merci. Bonne continuation à toi et fais attention à toi. Fais attention à toi. Merci. Ouais, ciao. Merci. Et puis vous aussi, prenez soin de vous, les amis. Restez chez vous pendant tout le confinement jusqu'au 11 mai. On verra après par la suite. En tout cas, on reste connectés tous ensemble. Les Libre Antennes reviendront très rapidement avec Avanti Nice. Ciao.